Elle a fait ses spaghettis, elle a des l'italienne. Elle a fait ses popletti, elle a fait des Santé. Eh bien, je remercie Covid-19 de nous avoir fait connaître Didier Raoult. Effectivement, personnellement, il y a 6 mois, je ne connaissais pas ce grand professeur. Alors attention, hein, je ne suis pas un inconditionnel, je ne suis pas un idolâtre, mais j'apprécie toujours qu'un cerveau intelligent m'apporte des choses intéressantes. Et c'est pas négligeable. Et ce gentil virus nous a mis aussi en évidence que les médias sont remplis de journalistes incompétents, mais ça on le sait depuis longtemps, ou alors de journalistes qui font sciemment un boulot de merde. Et je ne parlerai pas des scientifiques et des médecins qui squattent les plateaux TV et qui, à mon avis, ne savent même plus à quoi ressemble un patient. Mais pourtant, c'est tous ces gens-là qui font l'opinion. Alors, ça me fait penser à la chanson d'Alain Souchon, Poulailler Song. Le problème, c'est que je peux pas la passer puisque c'est à cause des droits d'auteur. Il y a YouTube qui bloque le truc. Les Basse-Cour à bijoux, c'est ces médias de merde que vous voyez passer sur l'écran. Et la volaille qui fait l'opinion, bah voilà, c'est eux. Ah, ils sont beaux, hein, c'est les vraies têtes de vainqueurs. On a réduit Didier Raoult au débat sur l'hydroxychloroquine, ce qui est très con et surtout très malveillant, parce que ce gars-là, à mon avis, a des milliards de choses intéressantes à nous raconter. En fait, on l'a réduit à ça simplement pour le traîner dans la boue. Je me suis servi de ce que Raoult m'a appris sur le fonctionnement d'un coronavirus et sur comment fonctionne une épidémie ou une pandémie, pour rassurer les ados dont je me suis occupé pendant le confinement, dans un foyer. Voilà. Ta gueule! Oh, il m'énerve cet ordi avec son antivirus. Là. Oui, parce que pendant le confinement, je m'occupais d'ados dans un foyer à caractère social. Alors, ça s'appelle une MEX, c'est une maison d'enfants à caractère social. Et ces jeunes suivaient régulièrement les infos parce qu'ils aiment s'informer. Enfin, ils ont cette démarche-là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils suivaient les infos sur BFM, sur LCI, sur CNews, tout ça. Et c'est pour ça, on appelle ça des infos. C'est juste le titre qui s'appelle info. Le contenu, c'est plus de l'info. Et c'était tellement anxiogène, c'était tellement hystérique, tous ces débats, que du coup, ces mômes étaient angoissés. Parce qu'ils pensaient qu'ils ne reverraient pas leurs proches, leur famille pendant des mois et des mois, parce qu'ils pensaient que ce virus était tellement mauvais qu'il ne disparaîtrait pas aussi facilement que ça, et qu'il y aurait des vagues, etc. Et en plus, on leur disait qu'en Chine, ça redémarrait, que le virus reprenait, etc. Enfin bref, l'angoisse, quoi. Et moi, je me suis servi de ce que j'ai appris en regardant les vidéos de Didier Raoult. Et du coup, je leur ai expliqué tout ça aux jeunes. Écoutez, nous on suit avec énormément de tests l'épidémie. Et donc, vous voyez qu'on a eu un pic qui était à ce moment-là, et depuis, on a une décroissance continue. Et donc, cette courbe, c'est une courbe en cloche, ça s'appelle une courbe en cloche. C'est la courbe typique des épidémies. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc l'histoire de rebond, c'est une fantaisie qui a été inventée à partir de la grippe espagnole, qui a commencé l'été. Donc il n'y a rien à voir. Et donc généralement, ça se passe en une seule courbe, qui est une courbe en globe de cette nature-là. Pour cette maladie dont on ne savait pas du tout comment elle se comporterait, on voit qu'elle se comporte comme ça. Et donc il y a des gens qui sont une très bonne équipe de mathématiciens de Singapour, qui ont du coup fait une projection en disant, écoutez, si cette courbe se produit comme ça, essayons de voir si on retrouve la même courbe. Et donc ce qu'on voit, c'est que, eh bien, donc eux sont à Singapour, donc ils essaient de prévoir quand est-ce que ça va s'arrêter, et puis ça c'est le monde, et puis ça c'est les États-Unis. Et vous voyez que ça marche très bien pour l'Italie, l'Inde a commencé un peu en retard, et que la Turquie a une courbe tout à fait comme ça, l'Angleterre aussi, l'Allemagne aussi, qui a l'air d'approcher de la fin.
La France aussi, vous voyez, a le même type de courbe, avec des pics qui sont dus plutôt à des artifices sur le nombre de cas, et donc qui ressemblent, nous, à notre courbe. Et donc, bien sûr, encore une fois, les prévisions sont à prendre avec précaution, mais les dates qui ont été fournies par le président ne sont pas extravagantes, dans le sens où cette étude prédit que 97% des cas auront eu lieu aux alentours du 7 mai et 99% aux alentours du 19 mai. Et tout ça, je leur ai dit d'une façon tout à fait sereine, parce que du coup, moi aussi, en suivant Raoult, j'ai été apaisé quelque part. Je me suis dit, bon, bah là, voilà, quelqu'un mondialement connu, reconnu de partout, par ses pairs et tout ça, je me dis, j'ai peut-être plus de chances d'apprendre quelque chose avec lui que d'apprendre quelque chose par le professeur Salomon ou Olivier Véran, vous voyez. Bon, bref, le débat sur l'hydroxychloroquine, on le met de côté, bon, on va pas épiloguer là-dessus, c'est pas la peine. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le professeur Raoult dérange autant. Alors, c'est qu'en fait, il a transformé son IHU en université populaire en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en se servant des réseaux internet, de YouTube, tout ça, il a commencé à donner des infos au public, à faire de l'enseignement de l'éducation populaire par rapport à la médecine. Et ça, c'est intéressant. Il a eu un peu la démarche qu'avait eu Onfray avec son université populaire. C'est en gros, c'est l'accès à la science pour tous. Voilà, je pense que c'est ça qui a été amorcé. Parce que, en fait, l'idée, c'est d'inciter les citoyens à prendre leur santé en main. Voilà. Il a mis en évidence que ni les citoyens, ni les pouvoirs publics, ni les professionnels de la santé sont en mesure de gérer la santé publique. La santé publique, elle est entre les mains des lobbies pharmaceutiques, des laboratoires et tout ça. Et en fait, Raoult a mis en gros un grand coup de pied dans la fourmilière. Et c'est ça qui dérange. Et en même temps, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est le côté politique de toute la chose. Ça, c'est très intéressant. En fait, du coup, il y a eu comme un séisme. Et là, pour le coup, merci YouTube. Alors, moi, je voulais juste faire un petit comparatif entre Raoult et le docteur Rieux. Le docteur Rieux, qui est le personnage central de La Peste d'Albert Camus, le fameux livre d'Albert Camus. Donc le docteur Rieux s'engage complètement pour défendre sa vision de la médecine et sa vision de comment apporter du bien-être aux patients, et derrière tout ça, il y a la solidarité. Rieux et Raoult, en fait, c'est des visions qui se rapprochent, c'est des éthiques qui sont proches, c'est des valeurs communes. Mais les médecins qu'on voit chaque soir sur les plateaux TV, eux, seraient plutôt des docteurs Diafoirus. Le docteur Diafoirus, il faut lire le Malade imaginaire de Molière, voilà. C'est ces espèces de toubibs pédants qui étalent sa science mais qui s'en fout complètement des patients. Voilà. En ce qui concerne le débat sur la médecine, toujours, on a eu droit à du Paris contre Marseille. Oui, parce que, en fait, c'est Didier Raoult et son IHU de Marseille contre les grands pontes de la médecine de Paris. Alors après, on a eu droit à de la super métaphore. Voilà, en gros, c'est comme PSG contre Olympique de Marseille. Vous voyez, ça, c'est une belle métaphore, fallait y penser. Alors, moi, je vais rester dans la métaphore. On peut se dire, tiens, oh, bah dis donc, il y a eu un séisme, t'as vu ça, il y a eu un glissement de terrain, il y a Paris qui se retrouve à Vichy, dis donc. Puis t'as vu, Marseille se retrouve à Londres. Ah, ça, c'est de la métaphore aussi. Alors, pour clore le chapitre là-dessus, qu'est-ce qu'en disent ces détracteurs ? Oui, parce qu'il a beaucoup de détracteurs, le prof. Donc, ils disent que Raoult se dit anti-système. Voilà, ce qui est complètement faux, c'est pas lui qui a dit ça, c'est les médias qui ont fantasmé, qui l'ont traité d'anti-système.
On a entendu parler de gilet jaunisation de la médecine. Là, ça a été jusque-là, hein. C'est les fantasmes des journaleuses. Raoult a juste dit que lui, il faisait partie de l'élite. Il dit qu'il en fait partie. Il y a une haine des vraies élites. Les vraies élites, c'est nous, en réalité. Donc les gens disent « Ah, pourquoi les élites vous aiment pas ?» C'est pas les élites qui n'aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites. C'est ce pays qui est comme ça. De temps en temps, il a une crise dans laquelle il coupe les têtes de son élite la plus connue et la plus représentative. Il ne faut pas inverser les choses. C'est pas moi qui suis... L'élite n'est pas contre moi, non. C'est les deuxièmes couteaux qui sont contre moi. C'est tout. C'est les deuxièmes couteaux qui haïssent les premiers couteaux. C'est la vie. Mais c'est banal. Vous savez, ça arrive dans beaucoup de comités éditoriaux, parce que j'en connais beaucoup. C'est pas les stars qui dirigent ça. C'est les gens qui n'ont pas réussi dans le métier qui font ça. Il faut vous dire, l'autre star des maladies infectieuses et tropicales, il est à Oxford, il s'appelle Nick White. C'est pas très loin de Londres, on peut lui demander son avis. C'est le premier signataire sur le papier qui écrit au Lancet. Attendez, on ne peut pas accepter ça. Il faut que vous répondiez à ces questions. Parce que ce que vous dites, on ne peut pas le croire. Donc il suffisait de demander aux gens qui savent. Donc il y a un vrai problème actuellement sur la crédibilité. Et le problème de la crédibilité, il est lié au fait que les gens ne veulent pas accepter le fait qu'il existe une hiérarchie scientifique. Vous allez voir, hein, les analyses très profondes hein, des détracteurs, hein, c'est une profondeur, vous ne pouvez pas imaginer. Hein. Alors là, on va parler de Laurent Alexandre. Hein, il se définit comme un libéral de gauche, mais lui, il a acquis le langage nazi avec, vous voyez. Et vous allez voir là, ce qu'il en dit. 80% des sympathisants gilets jaunes aiment Raoult. Les gilets jaunes sont souvent des gens qui sont des petits indépendants, qui n'ont pas un salaire fixe, et souvent des gens qui ont des difficultés financières et qui ont besoin de retravailler de façon urgente. Donc il y a un désir d'avoir une solution. C'est terrible de ne pas avoir de solution. Et puis Raoult a une figure de sauveur. Et on voit que, je ne compare pas du tout Didier Raoult à Pétain, mais dans l'attachement à Didier Raoult, on retrouve les ressorts de l'adoration des Français à l'été 40 pour Pétain, la figure paternelle, rassurante, le druide, les racines françaises, le sauveur. Il y a là un retour à l'attachement au chef, au sauveur. Il y a une dimension quasi religieuse. Les gens pensent que quand on est anti-Raoult, on est un assassin. Les gens sont sincèrement persuadés que la chloroquine soigne et guérit la quasi-totalité des malades. Ils ne comprennent pas pourquoi il faut faire des essais cliniques. Les chiffres qui ont été habilement manipulés par Didier Raoult, ils ne savent pas les lire et les interpréter. Ils n'ont pas bien compris que Didier Raoult a récupéré des malades très jeunes, très peu graves, qui ont fait la queue pendant plusieurs heures devant l'IHU. Il n'y a aucun obèse quand on regarde les photos des gens qu'il a inclus dans ses études. Il n'y a personne avec un déambulateur, il n'y a aucun vieillard, il n'y a pas de malade chronique. Et le score de gravité des patients qu'il a inclus est extrêmement faible. 73,9% ou un score news qui mesure la gravité des malades qui est à zéro. Ce sont des gens comme vous et moi. Donc oui, Didier Raoult a en apparence des chiffres formidables et qui correspondent au fait qu'il a récupéré des malades qui n'étaient pas vraiment malades. Ah, vous avez vu, hein, tout en finesse, hein. C'est du Laurent Alexandre. Hein. Alors lui, il est urologue, d'après ce que j'ai appris. C'est un grand médecin, ce qui paraît, mais bon. Moi, quand j'entends ça, je me dis qu'il faudrait mieux d'aller reconsulter les flacons de pisse. Hein. C'est-à-dire qu'il retourne à l'urine. Je crois que c'est ce qu'il a de mieux à faire. Voilà. Ah, vous avez aussi Patrick Cohen. Alors oui, Patrick Cohen, il est très fort. Il serait capable d'expliquer à Léonard de Vinci comment on peint la Joconde. Non mais attends, tu vas voir qu'il va nous faire croire qu'il a inventé l'épistémologie, là, ce guignol. Patrick, on a beaucoup parlé de la chloroquine depuis le début de cette crise. On en entend moins parler ces derniers jours. Où est-ce qu'on en est exactement? On peut parler d'un succès mondial. La publicité faite par Donald Trump a fait exploser les demandes et les prescriptions. Au Maghreb, en Afrique, en Amérique latine, le médicament a parfois été en rupture. Et dans tous ces pays, des centaines de milliers de personnes sont convaincues d'avoir été guéries ou protégées à l'hydroxychloroquine. L'argument répété que les malades du Covid guérissent naturellement dans 97% des cas sans passage à l'hôpital, cet argument ne porte pas, il est inopérant, il y a la force de l'évidence. Vous savez, ça a marché pour moi. Je suis la preuve vivante que le traitement est efficace. On peut appeler ça, si vous voulez, l'effet Estrosi, le maire de Nice qui l'a répété sur tous les écrans. J'avais de la fièvre et le nez qui coule. J'ai pris le traitement Raoult, je vais bien et je ne me mouche plus. Même si sans doute ça aurait été pareil avec du Doliprane ou du jus d'orange, on ne le saura jamais. Ce genre de fausse évidence, rapportée par des milliers de patients à des proches ou à des amis ou sur des réseaux sociaux, est infiniment plus puissante que toutes les études scientifiques auprès de l'opinion. Ce qui veut dire que quels que soient les résultats à venir, le phénomène hydroxychloroquine ou l'effet Estrosi, si vous préférez, n'est pas prêt de s'arrêter. Ah, Duhamel.
Ah, Alain Duhamel, vous voyez, dans la précédente vidéo, je vous en avais déjà parlé, hein, c'est celui qui a réussi à traverser tous les septennats et les quinquennats en léchant le cul de tous les présidents. Voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est pour ça qu'on dit qu'il a une haleine de chiotte. Donc, bon, ça c'est facile, je sais, mais moi, ça m'amuse. C'est effectivement un personnage assez étonnant, parce qu'en gros, il dit aux autres, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes des imbéciles. C'est un non-conformiste de l'establishment, qui est d'ailleurs un peu déséquilibré, accessoirement, psychiquement. Vous voyez, là, ça c'est de l'analyse scientifique. Hein. On sent vraiment que ce pitre est allé faire du journalisme d'investigation, là, hein, sur le professeur Raoult. Vous voulez d'autres arguments scientifiques? Tenez, je vais en livrer quelques-uns encore. Vous avez Raphaël Enthoven. D'abord, panoramique, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la, du physique, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'allure de Didier Raoult qui en soi est intéressant. Vous savez, il y a un texte de Roland Barthes sur la coupe de cheveux de l'abbé Pierre, où il dit l'abbé Pierre, c'est celui dont la coupe de cheveux montre qu'il ne veut pas se coiffer. Et d'une certaine manière, l'allure, sans aucun délit de sale gueule, il avait plutôt une bonne gueule d'ailleurs. Vous avez été décrit par certains comme un druide, comme un rocker, comme un gourou, comme un génie ou même comme un fou. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces Non, pas du tout, puis je m'en fiche, honnêtement. Vous vous en fichez, vous avez joué un peu de ça, non? Pas du tout. Vous croyez vraiment que je joue? Enfin, pas lucide. L'allure de Didier Raoult est un mélange de science et de rock'n'roll. C'est le signe officiel de la dissidence, si vous voulez. C'est un mélange de Christ, de chanteur de métal, de druide, de sorcier. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai que derrière ça, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on assiste à un mélange de célébration de la science, une idolâtrie de la science, qui se couple d'un déni de ses méthodes. Alors, Raphaël Enthoven, lui, c'est le philosophe qui s'écoute parler sans jamais faire de philosophie. Hein. C'est un peu comme BHL. Voilà. Il fait des citations. Hein. Alors, il croit philosopher parce qu'il fait des citations. Hein, des sophismes, voilà. Au passage, vous admirerez la compétence journalistique de Apolline de Malherbe. Hein. Bon, vous l'avez déjà vu aussi dans une précédente vidéo. Vous avez vu le niveau, à mon avis, elle n'a pas dû arrêter de jouer à la poupée Barbie. Hein. Enfin, voilà quoi. Vous avez vu les analyses profondes de tout ce beau monde. Hein. Mais j'ai oublié Olivier Véran. Alors, Olivier Véran, lui, c'est un artiste, lui. Hein. Alors, vous allez voir, hein, vous pouvez être certain que c'est un grand médecin aussi. Alors, je vous explique. Il a déconseillé le port du masque. Il a demandé aux malades du corona de rester chez eux avec du Doliprane et de venir à l'hosto que s'ils sont en phase terminale. Attends, tu sais ce qu'il nous a sorti? Qu'il fallait réserver le traitement à l'hydroxychloroquine juste pour les cas graves et les cas sévères. Alors que tout le monde sait que ça sert à rien. Enfin, Dieu. Il a autorisé par décret le Rivotril. Oui, le Rivotril, c'est ce fameux médicament qui a permis d'envoyer des vieux des EHPAD un peu plus rapidement au paradis. Hein? Alors les vieux, ça va? Ça plane pour vous là-haut? Ah bah vous n'avez pas eu besoin d'aller à l'hosto, hein? Le sort a été réglé. Hein? Ah oui, c'est mieux que la morphine. Hein? Enfin bon. Et il a fait interdire l'usage de la chloroquine suite à un canular de la revue The Lancet. Ça va, vous êtes rassurés? Et ce sinistre sera condamné? Non. Bah, Véran, lui, il sera ni responsable ni coupable. Hein. Il finira au Conseil constitutionnel comme Fabius. Vous savez, c'est ce Premier ministre, Fabius, qui a été lié à l'histoire du sang contaminé. Hein, et il a été comme d'autres, pas coupable, mais responsable. Hein. Voilà, avec Véran, ça sera ni l'un ni l'autre, certainement. Vous imaginez le gars qui se fait choper en bas de sa tour avec une plaquette de toche, hein. Alors on va lui dire, c'est pas bien ce que tu fais, tu sais, c'est interdit, hein. Tu risques de finir au Conseil constitutionnel, payer 15 000 € par mois. Hein. Vous imaginez qu'on lui dise ça? Ah ben non, on va lui dire, toi, tout mon gars, au Newf, hein, derrière les barreaux. Hein. Ouais, alors que lui, il aura tué personne. Hein. Alors que le sang contaminé, ça en a tué du monde. Hein. Voilà, et on appelle ça une justice républicaine. Et enfin, on a Monsieur Sam. Alors lui, c'est pas mal non plus dans le genre. Il nous fait comprendre qu'on est des moutons, qu'on est des cons. Il est tellement scientifique que lui ne fera jamais de ski nautique puisque les lacs en pente n'existent pas. Vous voyez? Donc ça, c'est très scientifique aussi.
Ouais, là, je me réfère à Coluche, hein, parce qu'il avait fait ses blagues belges avec l'histoire des lacs en pente. En fait, il aurait pas fallu que ce mec, là, Monsieur Sam, existe à l'époque de Galilée, hein, parce que le pauvre Galilée, il aurait fini sur le barbecue. Hein. Donc, s'il tombe sur ma vidéo, il se peut qu'ils disent que je suis le roi des cons, un crédule, un mouton, mais je préfère, moi, être un âne. Un âne, quand il décide d'être con, il le fait jusqu'au bout. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours accordé de l'intelligence à un âne. Vous mettez, par exemple, vous mettez un cheval et un âne sur un hippodrome, c'est lequel le plus intelligent des deux? Celui qui court ou celui qui refuse de courir ou de sauter l'obstacle? Hein? Ben, c'est l'âne. Hein. Et du coup, comme l'âne se montre très très con et buté, eh ben, on arrête de le faire chier. Voilà. Donc il ne sera jamais la plus grande conquête de l'homme, hein, n'est-ce pas? L'âne est un anarchiste en fait. Alors revenons à Monsieur Sam, son Altesse Monsieur Sam. Hein. Alors son plaidoyer sur le Dr Raoult et The Lancet, hein, je vous montre l'extrait, alors là c'est de l'analyse fine aussi. Hein. Salut Internet, bon, bah Raoult, c'est terminé. Le Lancet, une des revues scientifiques les plus sûres, les plus réputées au monde, vient de publier une étude en béton armé, 671 hôpitaux, sur 6 continents, avec près de 96 000 patients. Alors je sais, je l'ai tout dit en belge. L'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, hein, le fameux protocole Raoult, eh ben ça marche pas. Là, il n'y a vraiment plus personne pour dire que c'est spectaculaire, à part Raoult et son équipe, ou alors des associations comme le collectif « Laissons les médecins prescrire ». Alors c'est qui le mouton, hein? Il est où l'esprit critique? Quand on jure sur une Bible sans en lire le contenu, hein, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on est? Eh ben, on est une bigote, hein, ou un bigot. Un croyant fanatique. Donc, jusqu'ici, mon seul message était « Soyez prudents avec ce que Raoult dit ». Aujourd'hui, mon message est clairement « Ne faites plus confiance en ce microbiologiste dès lors qu'il sort de son domaine de compétence. Il n'est pas épistémologue, il n'est pas statisticien, il est certainement pas climatologue, hein, quand il nie le réchauffement climatique, là. Il n'est pas non plus spécialiste de la théorie de l'évolution, parce que oui, il se permet aussi de dire que lui, il l'a mieux comprise que tout le monde. Il n'est pas sociologue, bref, c'est juste un microbiologiste qui se prononce sur tout et n'importe quoi en abusant de son titre de scientifique. Tout ça pour affirmer que ses intuitions sont la vérité. Ça, c'est Raoult, il a une intuition, et il la présente comme étant la vérité. Sauf que tu vois là mon gars, Raoult a jamais dit que son intuition c'était la vérité. Ça c'est toi qui dis ça. J'ai bien cherché, j'ai pas trouvé ça. Non, il dit juste que son intuition l'a poussé à penser que le traitement à base d'hydroxychloroquine pouvait être prometteur. Voilà, ce qui est bien différent. Ce que tu fais là, c'est juste de la désinformation en fait. Hein. Tu utilises les mêmes ficelles que Routel Krief et Apolline de Malherbe. Tu t'en rends même pas compte, mais c'est ce que tu fais, quoi. Et son discours sur l'intuition, ça c'est génial. Il essaye de nous prouver que Léonard de Vinci, Louis Pasteur, Einstein étaient des cons, Newton, je vous dis pas, et les frères Montgolfier, hein, c'était pas de l'intuition ça. Je vais vous montrer ce que Einstein disait de l'intuition. Voilà, au moins ça... Mais je sais pas, peut-être que M. Sam, lui, est au-dessus de Albert Einstein. Allez savoir. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu débattre avec le professeur Raoult. À mon avis, il tient 5 minutes. Hein. C'est parce que ça devrait être avec votre cerveau que vous réfléchissez, et pas avec votre intuition. Faut arrêter d'essayer de ressentir si le mec dit la vérité. Avec le cerveau, ça se pèse les arguments. Vous croyez quoi au juste avec l'intuition? La vôtre ou celle des experts, hein? Ce zététicien nous dit... Oui, parce que M. Sam est un adepte de la zététique. Voilà. Il dit, c'est avec votre cerveau que vous devriez réfléchir, pas avec votre intuition, et c'est avec le cerveau que ça se pèse, les arguments. Sans blague. Mais alors, moi je me demande, l'intuition ça vient d'où alors? Ça vient de l'anus? Non, parce que quand j'ai mal au bide, c'est mon cerveau qui me dit d'aller chier. Hein? D'ailleurs, c'est une forme d'intuition. Hein. Si j'ai mal au bide, peut-être que faut que j'aille faire caca. Voilà. Il faut savoir que intuition, inspiration et imagination sont étroitement liées. Hein. Oui, ça, il y a beaucoup de scientifiques qui le disent, des poètes aussi, des littéraires, des médecins, enfin bref. Hein. Et sans ça, sans ces trois choses, bah, Mozart, Beethoven et Jimi Hendrix n'auraient jamais existé. Hein. Parce que nous, c'est pas un hasard si on avait deviné tout ça. C'est pas parce qu'on a une expérience supérieure ou un feeling supérieur. On a des méthodes.
elles sont pas personnelles, elles sont rigoureuses, elles sont robustes, elles ont fait leurs preuves. Tout ce qu'on a fait, c'est les apprendre et les appliquer. Pour nous, c'était pas un débat d'opinion, vous comprenez? C'est simplement les faits qu'on trouve quand on applique la méthode. Et la méthode, elle nous a très vite indiqué que là, Raoult, il se prononçait sans savoir de quoi il parlait. Et donc, il faut se méfier. C'est pas une question d'artisanat de la connaissance, comme c'est le cas avec Raoult, qui prend la médecine pour une sorte de bricolage personnel. Alors, il faut laisser les médecins bricoler. En gros, c'est son message. Hein. Et puis si, hein, la plupart des grands savants, des grands médecins ont dû faire du bricolage pour vérifier leurs hypothèses. Hein. Des artisans, quoi. Alors, il dit quoi, le zététicien Ah oui, apprenez les méthodes de la pensée critique. Apprenez les méthodes de la pensée critique. C'est facile, c'est chouette, ça permet d'être bien outillé pour comprendre plein de trucs et avoir moins tort que les autres. Ça permet de ne plus se ridiculiser en partageant des conneries sur Internet. Comme ça, par exemple, tenez. Bon, bah Raoult, c'est terminé. Le Lancet, une des revues scientifiques les plus sûres, les plus réputées au monde, vient de publier une étude en béton armé, 671 hôpitaux, sur 6 continents, avec près de 96 000 patients. Alors je sais, j'ai tout dit en belge. L'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, hein, le fameux protocole Raoult, eh ben ça marche pas. Voilà. En fait, ce qu'il propose, c'est qu'on se fabrique un cerveau formaté. Alors là, je dis merci bien, hein, parce que en ce moment, c'est ça qui nous gouverne, les esprits formatés. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour moi, esprit formaté, c'est un oxymore. Hein, c'est oxymore, je le redis, hein, c'est deux mots qui se télescopent, voilà, qui ne devraient pas être ensemble. Bah, chez nous, on dit même plus esprit formaté, on dit député, la République en marche. Voilà. Alors, pour l'esprit critique, c'est pas compliqué. C'est plus on sait, moins on croit. Hein. C'est donc à partir de ce postulat qu'on développe son esprit critique. D'ailleurs, en tant qu'éducateur, sans intuition, sans inspiration et sans imagination, je ne pourrais pas exercer mon métier. Hein. Et par conséquent, je ne pourrais pas aider mes jeunes à penser par eux-mêmes. Pour clore ce chapitre, je pose la question suivante. Y a-t-il une différence entre l'ampoule électrique et Monsieur Sam? Aucune. Tous deux sont remplis de vide, mais c'est l'ampoule qui vous éclaire. Jadis, nous avons eu droit au nouveau monde. Maintenant, on a droit au monde d'après. Hein. À mon avis, dans les hautes sphères, ils doivent vachement s'emmerder hein, pour chercher des titres comme ça. Le 20 mai dernier, l'Union européenne a lancé une recommandation pour, grosso merdo, remettre en route la recommandation de juin 2019. Hein. Cette recommandation, elle concerne entre autres l'assurance chômage. Bon, ça a en partie été fait, mais vu le bordel que c'est, à mon avis, on va revenir sur la réforme de l'assurance chômage pour la muscler encore un peu plus. Hein. Et ça porte aussi cette recommandation sur les retraites. Voilà, sur la réforme des retraites. Et donc, comme Macron obéit à toutes les recommandations européennes, à mon avis, l'épisode de la réforme des retraites n'est pas terminé. On va se la reprendre en pleine gueule et à mon avis, ça va être un peu plus musclé. Hein. Et en mars, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en douce, la participation de l'État au capital de la Poste est passée de 74% à 34%. Quand la participation de l'État au capital de la Poste passe de 74 à 34%, moi j'appelle ça une privatisation, hein, puisque les citoyens ne sont plus majoritaires dans le capital de la Poste. Voilà. Vous allez sur Internet et vous tapez privatisation de la Poste et vous tombez sur un article de Mediapart et vous tombez aussi sur d'autres sites qui parlent de la chose, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, ça a été repris par aucun député. J'ai trouvé ça assez étonnant d'ailleurs. Voilà, il paraît qu'on a une opposition. Donc ça reste à prouver. Alors, avec le confinement, on a assisté à quoi? Eh bien, on a assisté à une décroissance forcée. Eh ben ouais, parce qu'on ne pouvait plus aller consommer comme des bœufs, on ne pouvait plus produire quoi que ce soit, enfin pas grand-chose. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes villes? Il paraît qu'on se mettait à voir un ciel un peu plus bleu, on entendait encore plus les oiseaux faire piou-piou, on a même vu des canards traverser des passages piétons, enfin bon, c'est des trucs qu'on ne voyait pas habituellement.
Et dernièrement, qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien, que le jour du dépassement de la planète n'aura pas lieu autour du 31 juillet, mais le 22 août. Voilà, donc il y a un décalage de 3 semaines. Le jour du dépassement marque le jour où l'humanité a consommé tout ce que les écosystèmes de la planète peuvent produire en un an. Hein? Ça veut dire que normalement, à partir du 22 août, on devrait se reconfiner, vous voyez, pour que ça aille encore mieux. C'est-à-dire rester chez soi et plus rien foutre et ne plus rien produire. Du coup, avec cette histoire de jour du dépassement qui est passé du 31 juillet ou du 1er août au 22 août, me fait dire que j'avais raison quelque part. Que j'avais raison de créer le FLOP, qui est le Front de Libération des Oisifs Prolétariens. J'avais créé ça en 1999 parce que j'avais tenté de monter une liste aux européennes. Donc le slogan c'était 35 heures, on s'en fout, on veut plus bosser du tout. Hein, et le programme c'était très simple, c'est pour supprimer le chômage, abolition du travail. Et j'expliquais aussi que c'était bien aussi pour la planète, parce que si on faisait ça, on la massacrerait vachement moins en fait. Hein, si on créait une planète avec 7 milliards de branleurs. Enfin bon, tout ça c'est à prendre au second degré. Hein, mais en même temps, c'est souvent en déconnant qu'on dit des choses sérieuses. Juste pour parler du flop vite fait, on a envie de le remettre au goût du jour. Hein. Ça se rapproche un peu de l'esprit l'an 01 de GB. Voilà, GB qui avait fait une BD qui s'appelait l'an 01 et qui avait été mis en film et qui expliquait que un jour on arrête tout et on prend le temps de réfléchir pour savoir ce qu'on va faire. Et c'est génial parce que d'un seul coup tout s'arrête sur la planète, hein, et le même jour. C'est assez rigolo. Bon bah c'est un film marrant en plus, hein, parce que c'est satirique. Voilà. La suite de cette rubrique c'est et patatras. Donc le monde d'après est arrivé, puisqu'on est dedans, à ce qui paraît, en étant aussi con que le monde d'avant. Hein, parce que la première chose qu'ils ont fait, les gens, quand on a commencé à déconfiner, c'est d'aller direct dans tous les magasins. Hein. Pour eux, c'était ça la liberté. Ouais, on a retrouvé la liberté. Allez, on va consommer comme des cons. Allez, allez, tous à la conso. Hein. Bon bah du coup, je comptais mettre une rubrique sur la loi Avia. Bah, je viens d'apprendre que le Conseil constitutionnel vient de censurer cette loi. Comme quoi il y a des matins où on se réveille avec des bonnes nouvelles parfois. Donc voilà, il n'y aura pas de loi sur les stations-service et donc elles resteront comme elles sont. Donc voilà. Ah bah pour terminer, on va parler d'un gadget qui s'appelle Stop Covid, ce fameux appli. Oui, alors... parce qu'on entend des pubs là-dessus, qu'il faut charger ce machin, etc., pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre sécurité, etc. Alors moi je me marre parce que j'ai pas de smartphone. J'ai juste un petit machin à la con comme ça, j'ai pas de Bluetooth, j'ai rien, donc bon, on peut me dire ce qu'on veut, hein, je pourrais jamais charger cette merde. Alors, ouais, comme quoi, vous voyez, plus on nage dans le progrès, et plus on se fait fliquer, plus on se fait ficher. Ben avec ça, on peut pas, hein, c'est un vieux machin. D'ailleurs, je m'en sers parce que ça intrigue les mômes de l'IME où je travaille. Et que tu me vois faire tac 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 dessus pour envoyer des SMS. Alors, ils me disent qu'est-ce que tu fais avec ça? Je dis bah c'est mon portable, je lui envoie un SMS. Alors eux c'est comme c'est tout tactile, machin, ces machins-là, les smartphones et tout ça. Ils sont complètement hallucinés de me voir faire tac 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 tac. Alors je leur dis mais de toute façon ça c'est pas, en vérité c'est pas un portable, c'est pas un téléphone portable, en fait je fais du télégraphe. Vous voyez là les fils qui vont de poteau en poteau en face là. Et ben quand je tape dessus, ils bougent un peu les fils là, et ça envoie un message à la poste. Puis après il y a un gentil postier ou une gentille postière qui viennent porter le message là où je leur dis de le porter. Donc je fais du télégraphe, alors ça fait tac 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 tac. Et regardez tout. Alors, vous avez vu hein, ce que je peux faire avec mon truc là à la con. Et du coup il y en a qui m'ont dit ouais, ben moi quand je vais avoir l'âge d'avoir un portable, parce qu'ils ont 12 ans hein, en moyenne. Et donc ils ont pas, la plupart ils n'ont pas encore de smartphone. Enfin, il y en a qui en ont eu un pendant le confinement parce qu'ils s'emmerdaient tellement. Et
Et là, moi j'aurais un truc comme toi, parce que moi aussi je veux faire du télégraphe et tout. Et parce que c'est de la merde finalement le smartphone, on peut pas faire ce que tu fais. Je dis bah ouais, tout ça. Donc du coup, il faudra bien qu'un jour il me repose la question. En fait, c'était vrai ton truc de télégramme, de télégraphe, etc. J'en dirais, oh, bah, à vous de voir. Enfin bref, voilà. Donc moi, l'appli Stop Covid, rien à foutre. À part si on m'oblige d'acheter un smartphone, alors là, je change de pays. Hein. Bon bah voilà, maintenant je vous laisse avec l'autre abruti qui a toujours des choses intéressantes à nous raconter à 20h après avoir entendu la Marseillaise. Voilà. Bon, on a mis les rires avec aussi, hein, parce que franchement, ça s'y prête bien. Hein. Voilà, à la revoyure, à la prochaine. Si nous pouvons rouvrir le pays, c'est parce qu'à chaque étape de l'épidémie, chacun a pris sa part. Le Premier ministre et le gouvernement ont travaillé d'arrache-pied. Le Parlement s'est réuni, l'État a tenu, les élus de terrain se sont engagés. Le 16 mars, nous avons fait le choix humaniste de placer la santé au-dessus de l'économie, en vous demandant de réfléchir. Car nous devons faire pleinement repartir notre économie en continuant de protéger les peuples. Nous n'avons pas à rougir, mes chers compatriotes, de nos gagnants. Des dizaines de milliers de vies ont été sauvées par nos choix. Nous avons su doubler en quelques jours nos capacités de réanimation. Organiser des transferts de centaines de patients entre régions et avec les pays voisins. Approvisionner le commerce, réorienter notre production industrielle, inventer des nouvelles solidarités. La période a montré que nous avions du ressort. De la ressource que, face à un virus qui nous a frappés, nous pouvons être fiers de ce qui a été fait. C'est aussi le cap de la décennie que nous avons. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait. C'est aussi le cap de la décennie que nous avons. Notre première priorité est donc d'abord de reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire. Et la République, et la France.